Yo soy Pere Escorza, soy catedrático jubilado de la UPC y actual presidente de una empresa privada que se llama IALE Tecnología. ¿Me escucháis bien o no mucho? Bueno, os explico un poco cuál es nuestra relación con ANAS, que está aquí a mi izquierda y que os hará la conferencia, y por qué Anas está aquí con nosotros en este momento. Me remonto a 1995, es decir, hace 20 años, cuando en Europa se estaba en la fase inicial de estas materias que son la vigilancia tecnológica, la Welttechnologie, y la inteligencia competitiva. Hace 20 años estaba todavía en su fase inicial y empezaban a haber softwares para hacer el tratamiento de datos, el data mining, y en aquel momento, y ahora tal vez también, Francia era un país muy potente en todo el tema de la vigilancia tecnológica, la veille tecnologique y la inteligencia competitiva. Estoy hablando de hace 20 años. Bien, el caso es que los franceses que trabajaban en esta área nueva se reunieron en un pueblecito de Córcega que se llama Île-Rousse. No sé si alguno de vosotros ha estado en Córcega, que es una isla preciosa. Bueno, y allí yo asistí, un poco curioso, para ver qué pasaba en este tema de la vigilancia tecnológica, cómo se hacían estos primeros mapas donde se posicionaban las tecnologías de las empresas, los autores de artículos científicos, las patentes, etcétera, que aparecían en los mapas. Bueno, el caso es que yo estuve allí y tengo muy buen recuerdo porque me permitió contactar con los especialistas franceses que eran en aquel momento tal vez los primeros especialistas de Europa en la materia. Había otros en Holanda, otros en algún otro país, pero Francia era muy potente. Allí conocí, por ejemplo, a Ridou de la Universidad de Marsella, y conocí también a Bernard Doucet de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, que estas dos personas eran líderes en la inteligencia competitiva en aquel momento. Bien, caso es que lo que aprendí en esta primera reunión de Córcega me interesó mucho. Estuvimos en contacto con Bernard Doucet de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse y pronto algunos de nosotros, yo estaba en la universidad todavía, no había creado todavía este spin-off que se llama IALE Tecnología. El caso es que pronto algunos de nosotros comenzamos a viajar a Toulouse para ver qué se estaba haciendo allí. Y nuestro maestro en Toulouse fue Bernard Doucet, con el que hemos mantenido una relación. Bien, me llamó la atención que en el equipo de Bernard Doucet, en el IRIT de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, IRIT significa Institut de Recherche Informatique de Toulouse. En el equipo de Bernard había, y tal vez todavía hay, muchos alumnos de doctorado
de Argelia y de Marruecos. ¿Eh? Muchos y que trabajaban muy bien y aprendían mucho. Bien, el caso es que uno de estos alumnos de inteligencia competitiva en Toulouse es precisamente Anas El Haddadi, que lo tenemos aquí, que Anas El Haddadi mantiene relación con Toulouse, nosotros también, y ha creado una empresa en Tánger. El caso es que ya vemos cómo se propaga todo esto y actualmente podemos decir que hay una cierta relación entre Toulouse, Barcelona, donde estamos nosotros, y Tánger, donde está Anas El Haddadi. Bien, los desarrollos que hacen en Toulouse y en Tánger, donde está Anas, son bastante sorprendentes. Yo creo que se mantienen todavía en el pelotón de cabeza de inteligencia competitiva, Veil Technologic, la vigilancia tecnológica y muchas cosas más. ¿eh? Todo esto, todas estas aplicaciones ya empiezan a ser útiles o posibles desde los móviles y hay una serie de nuevas actividades que antes no estaban. Está todo el tema del conocimiento de lo que se habla en las redes sociales, etcétera. Y esto es importante de cara a una buena inteligencia, de una buena vigilancia, que en definitiva es capturar lo que está pasando, noticias, patentes, artículos científicos, etcétera, sobre un tema, capturar la información y con esta información ver de qué manera mejor se puede abordar un problema determinado para la toma de decisiones. Bien, esto es mi introducción y en este momento en Marruecos pues están trabajando muy bien y si no nos espabilamos, Marruecos y Tánger va a tomar una importancia enorme. El puerto de Tánger, que se está terminando, va a ser el más importante del Mediterráneo. ¿Mediterráneo o Atlántico? Bueno, Mediterráneo. Dentro de poco, es una obra gigantesca. Y otras cosas importantes están pasando en Marruecos y en Tánger especialmente, que se prepara para, me contabas, que se prepara para una expo en el año 2022. Está la candidatura de Tánger para celebrar una expo allí. Por tanto, es una ciudad que se está transformando. Tal vez alguno de vosotros hayáis estado recientemente en Tánger, una ciudad muy viva, muy dinámica, que se está transformando, que está creando un puerto gigantesco. Y bueno, y allí está nuestro amigo Anas, que nos va a explicar lo que están haciendo en estos temas de inteligencia competitiva y nos explicará este sistema Data Analysis, ¿en qué consiste? Anas, cuando quieras. Gracias. Yo me voy a situar abajo para verlo mejor. Non, merci Henrik. Donc moi je parle pas trop espagnol. Ma présentation va être en anglais-français. Donc l'objectif de ma présentation c'est des Competitive Intelligence Systems Secure Data Analysis. Donc, comme c'est expliqué par Henrik, j'avais fait ma thèse en 2011 à l'IRIT, à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. J'avais travaillé sur la conception et conception for Competitive Intelligence Systems. Et depuis, maintenant, je suis professeur assistant professeur à Al-Hoceima en Maroc. J'enseigne le data mining et la veille technologique et les systèmes d'intelligence économique. Et je suis consultant international en competitive intelligence et la veille technologique.
Donc, the outline of my presentation, the first is an introduction for competitive intelligence and the analytical model of competitive intelligence, the information system adapted to the competitive intelligence approach, the XU is notre solution, the competitive intelligence system in cloud, and conclusion. Donc, nowadays, companies are faced with external risk factors and with an increases the competition marketplace. For this, they know that market is extremely dynamic and unpredictable. Okay, the competitive intelligence is a discipline to better anticipate risk and identify the opportunities. That way, in this new space, the competitive intelligence become the main component of strategic development of the company. Vous comprenez un peu le français? Oui. Donc c'est pour cette raison, on peut dire l'intelligence économique, le système d'intelligence économique, il nous permet de faire des analyses en interne de l'entreprise, c'est-à-dire de faire business intelligence et d'analyser l'environnement de l'entreprise. C'est là où on va commencer à un peu faire la veille à la fois scientifique, la veille technologique, la veille environnement, faire la réputation de l'entreprise. Donc le système d'intelligence économique, c'est un compromis entre les systèmes internes d'analyse de données, c'est-à-dire de BI, Business Intelligence, et les systèmes de l'analyse de l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire les systèmes externes d'analyse de données. Donc pour cela, pour définir la conception ou définir un système d'intelligence économique, il faut bien comprendre à la fois la structure interne de l'entreprise et l'environnement de l'entreprise. Donc, pour cela, on s'est basé sur l'analytical model of competitive intelligence. Donc, c'est quoi competitive intelligence? Is the set of coordinated action of research, treatment and distribution of useful information to makers to enable the action and decision making. What is? Donc, l'intelligence économique, c'est à la fois c'est la chaîne du management stratégique de l'information en partant du crawling scrapping, c'est-à-dire la recherche, la collecte de l'information, appliquer l'analyse de données, soit du statistique descriptive classique ou du data mining. Et actuellement, on parle plus de big data mining, c'est-à-dire comment appliquer les algorithmes de data mining sur la problématique des grandes masses de données de big data. En partant de là, il faut bien envoyer un bon tableau de bord aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire faire le reporting ou faire ce qu'on appelle la data visualization. Et actuellement, la data visualization, il faut l'avoir interactive. On a des smartphones, on a des tablettes, etc. Donc, il faut bien penser à la visualisation des données. Pour cela, le Competitive Intelligence System, il se base selon le modèle de Portar sur 4 grands axes, à savoir l'aspect environnemental, la dimension environnementale de l'entreprise, l'aspect humain de l'entreprise et l'aspect stratégique, donc la dimension stratégique et la dimension technologique. Donc on a 4 grands axes selon la définition de Portar pour la stratégie de l'entreprise. And more competitive intelligence is both a process and a product. Donc, on a défini l'intelligence économique ou l'intelligence compétitive se forme à la fois, c'est un produit, un service, une plateforme, un système d'information. Comme étant un produit, c'est le management de l'information. Comme service, donc, je dois bien rendre à l'utilisateur final un produit, c'est-à-dire du reporting, des analyses statistiques, etc. Comme support pour ce competitive intelligence, il faut avoir un système d'information, c'est-à-dire un système d'information en interne et un système d'information qui va collecter l'information externe de l'entreprise pour l'analyser. Donc, comment, en se basant sur cette définition de l'intelligence économique, on peut faire et définir et faire la conception d'un système d'intelligence économique. Donc, la question qui se pose, à partir de cette définition, the definition of competitive intelligence, what means to develop a competitive intelligence in enterprise? The information system adapted in the competitive intelligence approach. For Patrick Romani and Valerie Will, the definition of an information system adapted of the competitive intelligence approach is a flow, organized set of procedures and at any times to give decision maker a representation of the company in its environment and its market.
It provides information to assist in executive function, management and decision making. Donc, c'est à la fois une représentation interne, c'est-à-dire je fais la veille technologique interne, et à la fois c'est la collecte des informations de l'environnement de l'entreprise pour faire, je peux même citer un exemple simple, comme étant une entreprise Airbus. Donc je vais faire mes analyses en interne des brevets Airbus en interne, mais je dois bien veiller, faire la veille sur mes concurrents directs, c'est Boeing. Donc je dois bien faire la veille brevet sur les brevets déposés par Boeing. Donc, j'analyse à la fois l'environnement et je fais des analyses en interne. L'objectif, the objective of competitive intelligence system is to facilitate decision, to automate a number of actions by providing the decision makers the necessary information for decision making. Donc, je dois bien envoyer l'information nécessaire au bon moment au décideur, au maker. OK? Coordinate the processing of information, c'est-à-dire c'est le management, the strategic management of information. They store sustainably information, improve data processing, the creation of information directly usable by decision making. Donc, le système d'intelligence économique, il va permettre à l'utilisateur ou au décideur d'avoir des interfaces interactives. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'utilisateur a la possibilité d'interagir avec les tableaux de bord et demander des autres analyses en temps réel. L'exemple le plus concret en intelligence économique, c'est-à-dire on permet à l'utilisateur de faire de filtrage. Et actuellement, à nos jours, on a le gros problème de la visualisation des résultats de Big Data. Pourquoi? Parce qu'on a des grands sorties graphiques. Donc, il faut filtrer et bien filtrer à l'aide des décideurs pour diminuer un peu les sorties graphiques ou le reporting. Donc, on doit bien faire... On doit donner plus de possibilités à l'utilisateur d'aller vers de détails, mais en gardant bien une vue macroscopique d'une analyse stratégique. Donc, l'objectif de competitive intelligence, tout d'abord, c'est bien, il faut bien analyser, je sais pas si c'est le mot, il faut bien analyser le passé, the past and present, pour anticiper et proposer des stratégies pour le futur. C'est-à-dire, là, le past, on fait le knowledge management, on fait la capitalisation des connaissances qu'on a et l'information qu'on a bien collectée au sein de l'entreprise. Partant de là, on fait des analyses en temps réel, c'est-à-dire pour bien analyser le présent. Okay? Et en analysant le présent, on peut bien arriver à détecter ce qu'on appelle les weak signals, c'est-à-dire les signaux faibles. En détectant les signaux faibles, on peut bien orienter la stratégie de l'entreprise. On peut, à titre d'exemple, dans un laboratoire de recherche, on peut bien détecter qu'il y a des signaux faibles dans un domaine donné. Donc, on peut bien proposer des nouvelles thèses, c'est-à-dire des sujets de thèse. Donc, on est en train d'orienter un peu le futur et la stratégie de l'entreprise. Grâce à cette approche, donc, on peut avoir les bénéfices et reduce the number of vertical coordination by reducing management layers. Donc, on est en train de revoir la reformulation et le travail interne dans l'entreprise. L'exemple le plus concret, c'est une étude qu'on avait fait, la veille technologique qu'on avait fait, surtout la veille documentaire, pour Orange en France, dans laquelle on a veillé sur les réseaux sociaux internes des social media et de social network d'Orange en interne. Donc, on a bien détecté quels sont les vrais catalyseurs ou quels sont les vrais gens dynamiques qui partagent l'information avec l'ensemble des salariés d'Orange. Improved Environment Monitoring, donc on prépare bien l'environnement pour l'analyse pour la veille. In opening up by cross communication, donc on facilite encore la communication de l'information. Donc on fait à la fois la veille technologique, c'est-à-dire il y a des informations qui vont arriver à l'entreprise, on va bien les distribuer et les envoyer à la bonne personne. Relationship based on complementarity business, donc on fait, elle a un impact business, l'intelligence économique ou l'approche d'intelligence économique, il a un impact business sur l'entreprise ou un organisme de recherche,
A better adaptation to market dynamic. Donc, on est dans de plus en plus dynamique vu le contexte économique actuel. On est en pleine crise, etc. Donc, il faut être de plus en plus vigilant. Il faut être dynamique, c'est-à-dire apte et agile à accepter le changement. Pour cela, il faut bien faire l'analyse de tout l'environnement pour détecter au moins qu'il y a des risques qui vont attaquer l'entreprise. Donc, je dois bien prendre la bonne décision au bon moment et changer ma stratégie de travail. OK? Donc, des advantages of this type of information system, you have the project management monitoring, information sharing, donc du reporting, du custom interface, collecting more accurate and targeted. Donc, on fait des web services of crawling and scraping, processing analysis and storage. Donc, here we have the big data mining and the algorithm of data mining and dissemination. Donc, c'est la prise de décision et l'aide à la décision au sein d'un organisme, au sein de l'entreprise. Donc, là, c'est notre processus, our process of competitive intelligence system. Donc, là, vous avez, donc je me permets de... Vous avez le problème décisionnel, des decision problems. Vous avez défini différents scénarios, donc différents scénarios possibles pour un problème décisionnel. Une fois qu'on va définir, développer scénario, you have choose one strategy or much strategy. 3. You identify and select one target, and for correct evaluate the source of information. Here you have the web service of crawling and scraping. Donc, ce sont des systèmes intelligents en ligne qui vont collecter l'information à partir des bases de données brevets, des patent source of information, etc. Donc, useful information, donc organise and remember. Donc là, on fait du statistique descriptif simple, c'est-à-dire de l'analyse classique. Donc, on peut bien avoir le top 10 des entreprises qui publient dans un domaine donné. Je prends les nanotechnologies, je peux avoir les 10 entreprises qui publient plus des brevets ou qui proposent des technologies très avancées dans ce domaine. Partant de là, le 7, donc je peux revoir ma stratégie. Donc, le 7, c'est valider un stream d'une stratégie. Donc, je peux revoir ma stratégie. C'est un cercle vertueux. Je peux même recollecter l'information, faire du crawling et du scraping pour collecter encore des informations nécessaires. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, je viens de détecter qu'il me manque de l'information. OK? Donc, si je n'ai pas l'information nécessaire à ce niveau-là, donc on va relancer le processus. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un mental scanning. Je fais la veille classique. Si je veux ajouter un peu d'intelligence au processus de la veille, donc pour faire le strategic analysis, c'est-à-dire faire la veille stratégique ou faire les competitive intelligence, je vais ajouter l'étape 8, analyse and interpretation, l'interprétation. On va appliquer le processus d'intelligence qui est le data mining. Okay? Donc, on aura des algorithmes de classification, supervisés, non supervisés, on aura des réseaux de neurones, etc., des réseaux bayésiens pour avoir des agents intelligents qui vont faire ce type d'analyse. Donc, j'ai de l'information développée. À ce niveau-là de 9, donc je valide et on va renvoyer l'information. J'ajoute un peu de l'intelligence à mon processus d'intelligence économique, c'est-à-dire je suis en train de faire la veille stratégique. Donc, dans ce processus, vous avez deux grandes étapes. Rechercher l'information pour bien comprendre le problème décisionnel, proposer des scénarios, d'accord? Une fois qu'on a bien proposé des scénarios, on va choisir des stratégies de travail. À partir de ces stratégies de travail, on va cibler des sources d'information. Ça veut dire quoi, cibler des sources d'information? Là, à titre d'exemple, je prends l'exemple de nanotechnologie. Je veux bien faire un peu de la veille sur les nanotechnologies. Donc, j'ai plusieurs scénarios possibles. Faire la veille scientifique, Scientific Watch, ou Technological Watch. OK? Scientific Watch, donc, comme source d'information, ça sera les bases de données des articles scientifiques, des paper source information. Donc, comme E3E, comme Springer, comme Elsevier. OK? Donc, je vais cibler ces types de sources d'information. Je vais faire des analyses classiques, des descriptifs statistiques.
Donc, j'aurai les top 10, à titre d'exemple, des laboratoires de recherche qui travaillent sur les nanotechnologies, je vais les cibler, quels sont les pays qui travaillent plus, etc. Si je veux faire des technologies watch, c'est-à-dire faire la veille technologique sur les nanotechnologies, donc je vais bien veiller sur les bases de données brevets, les patent source information. Pour cela, donc on va faire des analyses un peu de la veille sur ce type d'informations. Et pareil, je vais avoir quels sont les inventeurs, le top 10 des inventeurs qui ont déposé des brevets sur cette thématique. Okay? Donc l'ensemble du processus est supporté par un système d'information. Donc this processus is supported by information systems. Okay? Donc il faut avoir un système d'information global qui va supporter tout le processus, c'est-à-dire définir le problème décisionnel, définir les stratégies possibles, faire des agents ou du web service, du crawling et scrapping qui vont y aller collecter l'information nécessaire, faire une deuxième couche de web service ou développer des applications qui vont faire l'analyse et développer une troisième partie des applications qui va faire le reporting. D'accord? Donc là, c'est supporté par les systèmes d'information. Mais le gros problème qu'il ne faut pas oublier en intelligence économique, la protection de l'information. Donc il faut bien faire la protection of information dans tout le processus pour bien protéger l'information personnelle des entreprises et l'information secrète des entreprises, etc. Donc l'ensemble du processus, il est bien sécurisé. Donc, en partant de ce processus, c'est notre propre processus de développement de l'intelligence économique. The model of our competitive system is based on two main models. A multidimensional representation of document. Document is paper, RSS, as social media, as patent, etc. Which can transfer qualitative data into quantitative data. The objective of this model is to get at the end of a unified view of document collected. The second main model, a function model which aims to provide a set of generic and combinatory functions to build different kinds of indicators as needed for analysis. Donc, en se basant sur le processus de environmental scanning, de la veille stratégique ou de strategic watch, et en ajoutant à cela le KDT. It's not the knowledge discovery in database, but the knowledge discovery in text. Donc, on travaille plus sur l'information non structurée, des unstructured information. Donc, l'information structurée, c'est l'interne, comme j'avais expliqué. Donc, c'est le BI, Business Intelligence, tout est prêt, des bases de données relationnelles sont prêtes à l'analyse. Mais le gros problème actuellement dans le Big Data, c'est qu'on a des informations non structurées qui viennent de partout. Donc, il faut poser la question, comment on peut bien adapter le processus ou les algorithmes développés dans le data mining et les appliquer dans le text mining. Donc, une combinaison entre la veille stratégique, le processus de la veille stratégique, et knowledge discovery in text, donc, et le text mining. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est clair? OK. Donc, ça, c'était la définition du processus. Là, je vais entamer la partie la plus importante, c'est de vous présenter le logiciel XU, c'est Explore Everywhere, de Competitive Intelligence. Donc, il faut bien raconter une histoire de développement de XU. Tout d'abord, en 1983, il y avait la 3D Visualization of PCA, une master. Donc, c'était avant ma naissance. C'était Bernard Dosset qui ont développé une visualisation 3D. C'est-à-dire, il y a deux axes, two variables, et des third axes, il y avait des time pour bien étudier l'évolution, incremental crescendo. À partir de 1985 jusqu'à 1983, il y avait les 3D Parametric Space. Donc, il y avait 3D Parametric Space, donc il y avait bien la possibilité d'étudier l'évolution d'une thématique. À partir de 1970 jusqu'à 2011, on va bien voir quelle est l'évolution d'un domaine. En 1987, il y avait la proposition de trilogie 3D, avant tétralogie. Donc, il y avait la visualisation 3D. En 1989 jusqu'à 1993, il y avait l'ajout de la couche Text Mining Evolution.
Donc, il y avait la proposition de l'analyse de l'information non structurée en 89 jusqu'à 93. En 1993, il y avait la proposition de la plateforme de First Tetralogy Platform en 4D. Pourquoi 4D? Pour faciliter la rotation dans l'espace et pour bien visualiser les résultats. Donc, à titre d'exemple, dans un réseau social, on va le voir dans 4 dimensions pour bien visualiser les différentes relations entre les différents auteurs. En 1998, Interactive Visualization of HC, donc c'est pour la classification ascendante hiérarchique, émergence. Donc il y avait l'interactivité dans la visualisation entre les différentes cartes géostratégiques proposées dans Tétralogie et entre les différentes cartes, la visualisation 4D, etc. Donc c'était interactif entre différents utilisateurs à distance. En 1999, il y avait la première proposition de Design of Competitive Intelligence Systems. Donc, c'était en 1999 la proposition de les premiers travaux de conception des systèmes d'intelligence économique. Donc, Design of Competitive Intelligence Systems. En 2002, il y avait l'ajout de Engineering of Need. Donc, c'était l'ajout de la partie comment ajouter et bien modéliser la première partie de problèmes décisionnels, des décisions problèmes, comment on peut le modéliser informatiquement parlant. C'est-à-dire que selon les diagrammes UML, etc., on va les proposer pour bien comprendre la problématique des clients. En 2003, la proposition des larges graphes géostratégie. Large graphes, c'est-à-dire en se basant sur la théorie des graphes. Ils vont proposer des graphes, donc après ils vont le nommer des géographes. Et les cartes géostratégiques, c'était quoi les cartes géostratégiques? C'est la carte du monde qui va permettre à Tétralogie de bien comprendre les différentes relations entre les différents pays selon une thématique donnée. En 2004, Adequacy with the Company Profiles, donc c'était en 2004 la proposition de Tétralogie, comment on peut bien proposer un business model de Tétralogie pour les entreprises. En 2005, la proposition d'un algorithme très important, c'est le Morphing of Evolutionary Graph, c'est-à-dire comment on peut proposer ou résoudre le problème de clustering, de incremental clustering, de clustering incrémental. Comment proposer des graphes ou la visualisation des graphes en s'arrêtant dans un temps donné. À t égale 2010, je peux m'arrêter pour visualiser un graphe. Ok, donc c'est le morphing des graphes. En 2009, la proposition de la première version de Visiograph pour Tétralogie. En 2009, pareil, il y avait une thèse par Henrik Kohn et les deux thésards, donc c'était Explore version 1, donc c'est l'algérienne. Et en 2011, j'avais proposé Explore version 1.1 et Explore et Everywhere. Donc on va voir un peu. Cosa baci alle ricci. A llegar al actual software para Marouikos, c'était Benjamin, c'est Marouikos, 85, Tarek Kaki, c'était Marouikos, Marocain, Saïd Krauch, c'était Marocain, et moi, voilà, franchement. Donc, 4 Marocains qui sont là. Donc, donc ça, c'était l'historique de développement de la plateforme Tétralogie. Et à la fin, le nouveau-né ou le nouveau bébé de Tétra, c'est Explore Everywhere. Là, je vais vous expliquer un peu le passage de Tétralogie Plateforme vers Explore Everywhere. Donc, Tétralogie Plateforme, les avantages, tout d'abord, il permet de faire extraction of dictionary. Automatiquement, à partir des grands corpus d'informations qui peuvent y arriver jusqu'à 1 million de corpus, c'est-à-dire 1 million de brevets, 1 million d'articles scientifiques, on peut extraire automatiquement un dictionnaire de données. Donc, extraction of dictionary. En plus de ça, on peut bien faire dans l'extraction des données, comme vous voyez, on arrive bien à détecter des mots composés.
C'est-à-dire de data mining, etc., big data mining, donc des mots composés, on arrive bien à les détecter. Et en plus, on a bien ajouté un algorithme de la synonymie pour ne pas avoir la redondance de l'information et avoir une fausse information. Et comme j'avais expliqué, il y a la Dictionary of Multiterm. Donc, un dictionnaire de multitermes qu'on va extraire dans le dictionnaire. Donc, tétralogie, il permet aux utilisateurs de faire un croisement en 2 dimensions, c'est-à-dire de faire des matrices 2 dimensions. Okay? De faire, à titre d'exemple, je peux bien faire des croisements entre journal, je peux bien faire un croisement entre organisme, je peux bien faire un croisement entre organisme et date de publication. Donc, toujours, on garde la date de publication pour permettre aux utilisateurs de faire une analyse diachronique avec le temps, voir l'évolution. Donc, partant de là, donc, on a des square matrix, un symmetrical matrix. On va voir, on a le taux pour voir le nombre exact en colonne et en ligne. Et on a un croisement en 3D. Ça veut dire quoi le croisement en 3D? Ben, c'est le même que le 2D, mais en ajoutant à la fin comme référence date. Donc la date de publication de l'article ou la date de dépôt d'un brevet, etc. Donc on va faire un croisement entre auteur et auteur, par exemple, auteur PA ou payé, donc, et comme référence ou comme troisième axe, c'est la date de publication. Donc là, des telles variables, on va filtrer. Donc, quel est l'apport de Tetralogy Platform in data mining? For the matrix treatment, il y avait the proposal of several algorithm of sorting, of classification, supervised generation of closing matrix, 3D spreadsheet adapted to big size matrix to a 3D zoom. Donc, on avait un zoom 3D sur toute la matrice pour bien visualiser quels sont les grands clusters dans une matrice qui fait 50 000 lignes fois 50 000 colonnes. Okay? For multidimensional analysis, 3D and 4D interactive visualization, donc on avait la visualisation interactive, synchronization of local or distant chart. Donc, on peut faire une synchronisation à distance. On avait fait des tests entre le Maroc et la France. On peut bien faire une synchronisation. Si j'ai de bons résultats, je peux bien envoyer une synchronisation vers le décideur en France et n'importe où dans le monde. C'est-à-dire, j'arrive à trouver des bons résultats, de bons reporting, et j'aimerais bien partager l'information avec mes collaborateurs. Donc, je fais une synchronisation et il s'affiche dans l'ordinateur de mes collaborateurs. Visualization of trajectory and procrustem rotation, MFA, donc c'est une classification multidimensionnelle. For classification interactive article 3 with class export, partitioning of graph of class, donc la proposition de visugraphe, elle permet de détecter les différentes classes dans une forme des petits nœuds, etc. Segmentation for the geographical maps. Donc, il y a la proposition de segmentation dans des cartes géostratégiques qui va faciliter la compréhension des relations à l'échelle internationale et même le partage de l'information entre les différents pays. Ou, autrement dire, à titre d'exemple pour les brevets, on arrive bien à voir les entreprises et les relations entre quelques pays pour accepter leurs brevets. Donc, sorting algorithm of matrix. Là, vous voyez très bien, pour une grande matrice, on arrive à bien faire un zoom, ce qui va nous permettre d'avoir en axe les différentes classes. Là, on a une classe, un groupe, soi-disant de recherche ou un groupe de mots-clés, un réseau sémantique. Et on a d'autres qui ne sont pas en relation. Donc là, ça nous permet de faire une visualisation. Je peux y aller directement vers mon but pour connaître l'équipe de recherche ou l'équipe de collaboration entre plusieurs pays. Donc là, je peux même zoomer et voir ça en 3D. Pour voir quel est, à titre d'exemple, à ce niveau-là, je vois qu'on a une grande entreprise qui publie assez des brevets, etc., mais n'a pas de collaboration. Donc, je peux bien faire plusieurs types de visualisation avant d'attaquer la matrice elle-même. Diagonal block zoom, etc. Donc, on peut bien faire des zooms
et y aller directement vers l'information. Toujours dans la partie data mining, dans PCA, le développement de PCA, et là permet de faire, comme j'avais expliqué, la rotation sur plusieurs plans, donc c'est du 4D, elle me permet de faire des rotations dans le but de détecter, à titre d'exemple, si j'arrive pas à avoir cette relation. Ok? J'ai deux organismes, l'UPC et l'Université de Toulouse sont en relation, mais on n'arrive pas dans ce plan de bien visualiser la relation. Donc je peux faire la rotation pour bien comprendre la relation entre les deux universités. Donc là, correlation ring, donc on fait des corrélations pour faire des rotations. Et comme vous voyez, j'ai en rotation entre l'axe 1 et 2, rotation entre l'axe 1 et 3, rotation entre l'axe 1 et 4, etc. Donc on donne la possibilité à l'utilisateur d'avoir des interfaces interactives et là la possibilité de tourner les résultats pour bien visualiser le relationnel. Et on peut bien faire une synchronisation entre différentes machines. Toujours dans le data mining, comme vous voyez, c'est très important de garder un retour vers les notices. C'est-à-dire, on a un retour vers les documents d'origine. Donc, je clique et j'ai un retour vers les documents d'origine pour bien comprendre et pour valider par les experts. Peut-être j'ai des erreurs, donc à ce niveau-là, je fais un retour vers les notices et je peux bien vérifier et valider mes résultats. Donc après, il y a l'analyse multidimensionnelle de MFCA. Donc là, c'est le 3D en plusieurs dimensions. C'est la même chose, mais j'aurai plusieurs variables. Là, tout à l'heure, on travaille sur deux variables. Okay? Je peux avoir organisme, organisme, en université, université, entreprise, entreprise. Mais là, je peux bien ajouter un troisième variable qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle le MCA, c'est-à-dire multidimensionnel classification. Donc là, je peux avoir, par exemple, université, université et la date pour bien étudier la collaboration et l'évolution de la collaboration entre l'UPC, à titre d'exemple, et l'université de Toulouse ou l'université de Maroc. Et on a les mêmes rotations et on peut bien voir et cibler l'information qui nous intéresse pour faire un filtrage. Et on a des retours de matrices, etc. Donc ça, c'est l'explication des différentes relations et la valeur de la relation entre deux auteurs à titre d'exemple. Et on peut bien, à chaque rotation, donner la possibilité d'afficher le lien et connaître la valeur de relationship valeur. Toujours après, il y a la proposition. On peut bien intégrer recherche entreprise, bien sûr. Ça dépend, à titre d'exemple, intégrer recherche entreprise, ça sera dans les thèses en chiffres. Thèse en chiffres, c'est-à-dire une thèse faite par un ingénieur de l'entreprise dans l'université. Donc là, on voit très bien la détection qu'il y a une relation du département R&D de l'entreprise avec l'université. Oui, on peut le faire, c'est interactif. C'est là l'avantage du processus, comme j'avais dit, si on oublie le processus comme je l'avais expliqué. Dans un scénario, j'ai fait mon analyse, j'ai fait entreprise. OK? Mais j'arrive à bien détecter qu'il y a un élément tout seul, un électron libre tout seul qui tourne, c'est le nom d'une université. Donc je pose la question, il y a des universités dans l'affiliation des auteurs. OK? Donc je vais l'ajouter, je fais un petit retour et je rajoute l'entreprise avec dans mon croisement. C'est clair? Donc après, il y a la proposition des arbres ascendants hiérarchiques, donc classification ascendante hiérarchique, dont le but c'est de filtrer. OK? Une fois qu'on a des grands cartes, donc on n'arrive à rien visualiser, il faut faire des zooms, même on fait des zooms, on n'arrive à rien visualiser, à rien interpréter. Donc il faut bien
couper avec des arbres ascendants hiérarchiques. Donc, il faut bien ajouter la classification ascendante hiérarchique qui va nous valider à la fois les différents niveaux de relations entre les organismes, entre les universités, etc. C'est-à-dire quel est le degré de relationship. Okay? Quel est le poids de cette relation? Est-ce qu'elle est très forte, faible, émergente, etc. C'est-à-dire on arrive bien à détecter, à titre d'exemple, un signal faible entre deux entreprises, qu'il y aura peut-être une alliance stratégique entre deux entreprises. Donc on va couper, au niveau de couper 4 ou 8, etc. On peut bien faire une synchronisation avec la classification FCA. Donc après ces méthodes, on a proposé le supervised method, donc du data mining, pour le cas initial class en se basant sur l'algorithme de K-means, de data mining. Donc ce qui va nous permettre de voir quelles sont les classes les plus proches et les classes voisines pour un nœud ou pour une classe. Donc on peut faire différentes coupures. Et là, on va voir quelles sont les 4 classes les plus représentatives d'un domaine donné. À titre d'exemple, si je reviens vers l'exemple que je viens de citer sur les nanotechnologies, en faisant cette analyse, j'aurai 1000 auteurs qui travaillent sur les nanotechnologies. Okay? Parmi ces 1000 auteurs, ils sont dispatchés sur 20 entreprises ou 20 universités. Grâce à l'application de CAH, donc je peux bien voir quels sont les 4 les plus pertinents. Okay? Qui ont publié des articles dans des revues avec des bons impact facteurs, qu'ils ont déposé des brevets, etc. Donc, je peux bien couper et avoir juste les 4 classes les plus représentatives du domaine nanotechnologie. Ou même, je peux faire une coupure à ces classes. Ça dépend de la décision des décideurs. On va choisir une coupure pour visualiser les différentes classes. Là, je vois très bien que j'ai une classe en bleu, en rouge, etc. Donc, j'ai différentes couleurs pour chaque classe. Et chaque classe, elle représente un groupe de recherche ou des collaborations entre les entreprises, etc. C'est des alliances stratégiques pour travailler sur une thématique donnée. En ajoutant à cela, dans Tétralogie, on a, pour la partie data visualization, comme j'avais expliqué, on a les cartes géostratégiques. Donc, l'objectif des cartes géostratégiques, c'est que je reprends toujours l'exemple des nanotechnologies. On voit très bien que les Américains sont en tête. Donc, ça me permet de prendre une décision assez rapide, de bien connaître que les Américains sont en tête dans ce domaine. On voit qu'il y a une collaboration avec les Anglais. Unique Kingdom, ok? Après la linear distribution, et on peut toujours augmenter un peu dans la linear distribution pour voir les autres piliers qui travaillent sur cette thématique. Ok? Donc on peut bien jouer sur le curseur de la couleur pour visualiser et connaître quels sont les autres piliers qui travaillent sur une thématique donnée. Donc là, vous avez Evolution of Coloration, donc l'évolution de la coloration, Choice of Non-Linear Scale. Donc on va faire une analyse non-linéaire ou linéaire scale dans les cartes géostratégiques. Et là, en ajoutant le Choice of Non-Linear Scale, on arrive bien à détecter Weak Signal Detection. Donc là, à titre d'exemple, on a bien détecté que le Brésil et l'Afrique du Sud qui travaillent plus sur ce domaine-là. En ajoutant donc l'évolution de la coloration. Donc, ils ont publié assez récemment, à titre d'exemple, dans les années 2013-2014, plein d'articles où ils ont déposé plein de brevets sur une thématique donnée. Toujours dans cette représentation, on a la possibilité de visualiser les cartes géostratégiques en 3D. En 3D, c'est-à-dire en collaboration ou un croisement entre deux variables. Université, et j'ajoute comme troisième variable le temps. Ce qui va me permettre, dans un premier temps, de voir un intervalle et de bien connaître l'absence country. Donc là, en orange, ce sont les pays qui sont absents dans une période donnée. C'est des pays qui travaillent sur la thématique, mais ils n'ont pas commencé dès le début de travailler sur cette thématique-là. Ils viennent d'apparaître, ce sont des pays émergents.
Donc, entrer en décline, donc ça, c'est la entrer en décline, c'est-à-dire c'est un pays qui tend vers une couleur plus foncée. Donc, c'est un pays qui disparaît de ce domaine-là. Donc, il publie plus, c'est rare de publication. Et là, on a contré une émergence. OK? Pareil, j'aimerais bien, une fois que j'ai ce résultat, j'aimerais bien connaître et appliquer une classification ascendante hiérarchique, c'est-à-dire bien étudier les différentes relations entre ces différents pays pour connaître est-ce qu'il y aura des alliances stratégiques dans le futur proche. OK, c'est juste une entreprise, j'aimerais bien de travailler sur domotique ou les nanotechnologies, etc. Est-ce que je dois y aller chercher des collaborations en France, en Espagne, etc. OK? Donc, on va appliquer level of cost, c'est-à-dire on va couper le niveau de relation et on va faire une exportation vers la carte géostratégique, ce qui va nous permettre de connaître le niveau de publication ou le niveau de travail dans une thématique donnée dans les nanotechnologies. OK? Donc, on a là différentes couleurs pour connaître, grâce à cette coupure, on a comme 7 weakness, 4 niveaux de publication dans les nanotech. Donc, entre les classes 16, c'est la classification des pays. On voit très bien que l'Europe, l'Amérique, le Maroc et l'Algérie, ils ont le même niveau. Okay, dans ces thématiques, ce qui explique qu'il y a des collaborations entre différentes universités, à la fois marocaines et françaises et espagnoles, dans ce domaine-là. Bien, pour le moment, je viens de vous expliquer un peu les algorithmes de classification classiques du data mining et les cartes géostratégiques, ce qui permet aux décideurs de bien connaître quels sont les pays qui travaillent sur une thématique donnée ou quels sont les pays émergents dans un domaine. Okay? Donc, un autre type de visualisation, c'est les graphes. En se basant sur les principes de la théorie des graphes, on peut bien voir en 3D toujours. Là, si vous remarquez, vous avez malheureusement, on ne le voit pas très bien, vous avez 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, 2008. D'accord? Donc, c'est là le même, c'est comme l'heure, donc on tourne. Donc, on a les premiers auteurs qui travaillent sur une thématique donnée, mais ils ont disparu de la circulation, on ne les voit plus. Donc, ils sont sur ce niveau-là. Ils ont bien travaillé sur un domaine des nanotechnologies, mais on ne les voit plus. Donc, au centre, on a toujours les chercheurs ou les inventeurs qui sont présents pendant toute la période, pendant 10 ans. D'accord? On voit très bien, les gens au centre, ce sont là les gens qui ont publié plus. Donc, ils ont jusqu'à 20 brevets, etc. Et enfin, author how only appear in 2006-2008. Donc, ce sont les auteurs qui apparaissent en 2006 et 2008. Et dès qu'on tend vers cet axe-là, ce sont les auteurs émergents, ou les universités émergentes, ou les entreprises émergentes dans une thématique donnée. D'accord? Donc, cette représentation par les géographes ou les graphes, elle permet bien de détecter quels sont les puissants, les plus forts dans un domaine donné, quels sont les gens qui ont disparu, ils ne travaillent plus sur cette thématique, peut-être ils ont changé de l'université, du laboratoire, de l'entreprise, etc., ils travaillent sur d'autres thématiques, et quels sont les auteurs émergents. Donc là, pour nous, c'est un signal faible. Il faut, si je fais un recrutement, je cherche des collaborations, il faut que j'aille vers cet axe. Si je cherche l'expérience, le knowledge management dans un domaine donné, il faut bien que j'aille vers cet axe. OK? Donc, comme vous voyez, c'est des petites visualisations, mais qui nous permettent de prendre des décisions assez stratégiques, assez importantes pour le futur de l'entreprise, pour le futur de nos collaborations, etc. Autre chose très importante dans la graphe, là vous avez un semantic network. Ça veut dire quoi un semantic network? C'est la relation, the relationship between keywords. Okay? The keywords of title or the keywords of abstract. Donc vous avez une relation entre les différents mots-clés que vous avez dans un article ou que vous avez dans un brevet. Donc on fait un zoom pour voir les différents clusters. Donc là vous avez des clusters, okay, des équipes de recherche.
Et là, l'exemple que je viens de vous donner, c'est l'exemple de l'analyse de CNKI, la base de données chinoise, des brevets et des articles scientifiques. Grâce à Tetralogic et grâce à Explore, on analyse sans problème les brevets chinois. Okay? Et on arrive bien à détecter les Wixenial Inter-Translation. Okay? Donc, on arrive bien à détecter le Wixenial. Et c'était validé par des experts qui comprennent très bien le chinois et qui sont du domaine. Ça, c'était pour la biotechnologie. On a fait des analyses sur les brevets chinois et les articles scientifiques chinois et c'était validé par des experts. On a bien détecté des Wixenial, c'est-à-dire les signaux. OK? Donc, pour Tetralogy Plateforme, ou pour la plateforme Tetralogy, donc il a fallu bien capitaliser les points phares pour faire le knowledge management de Tetralogy. Donc, Tetralogy Platform characteristic, it is a coherent wall of interoperative prototype, okay? Use a single standard for the format of the data. Donc, c'était un peu c'est du caractéristique, c'est un point faible actuellement avec le big data. It is graphic interfaces homogeneous, donc on a des interfaces graphiques interactives. Resources and methods are shared via des networks, donc on peut faire une synchronisation, on peut faire un partage du tableau de bord, du reporting dans un réseau, etc. Research use evaluation support of meta tools and BI product. Donc, on a un business model derrière qui va nous permettre de valider les analyses qu'on fait. Many examples on this scale are already analyzed. Donc, on a fait pas mal d'analyses, etc. Application domain de tétralogie, donc strategic watch, donc la veille stratégique. Scientific watch, on fait la scientométrie, indicateur évaluation, donc on fait la veille scientifique. On fait technological watch, donc on fait la veille technologique, on patent rights, product, procedure. Donc, on fait l'analyse du brevet, l'analyse des articles scientifiques. Business Watch, Market, Competitor, Substitute. Donc, on fait encore la Competitive Intelligence. Donc, ça sont les caractéristiques de la plateforme Tetralogy. OK? Donc, notre objectif, depuis mon arrivée à Toulouse, c'était en 2007, c'est de capitaliser, de faire le knowledge management de toutes ces connaissances depuis les années 83 et revoir un peu la conception, proposer une conception agile de la plateforme Tetralogy et proposer quelque chose de nouveau. Donc, les avantages, processing speed, RAM, hash coding. Donc, c'est très rapide. Il n'y a pas mieux. Dans la rapidité de l'exécution, on est dans le hash coding, donc on attaque bien tout ce qui est information non structurée, puisqu'on est basé sur les lignes parallèles, etc. D'accord? Mais les désavantages ou les limites, il y a une limite size dans les matrices. De D, on est dans 5000, 5000. Ça bloque. Si on dépasse les 5000 fois 5000, ça devient très lent. OK? Donc, on a le temps de réponse qui diminue. Ou autrement dire, le temps de réponse qui augmente si on dépasse les 5000, 5000. OK? Après, on a un problème dans les croisements 3D ou dans l'analyse de le temps, dans l'évolution d'un domaine ou d'un auteur. On a 25 000 fois 25 fois 4. Si on les dépasse, le temps de réponse augmente. Donc, on est bloqué côté matrice. D'accord? C'est-à-dire, côté croisement, on ne peut pas y aller plus loin, sauf si on fait du parallélisme. Les résultats exactement are more space and lost, donc ça prend de plus en plus de la place, et ça prend de plus en plus de la place dans la RAM. Loading time, managing domain names. Donc, on a un problème, on a commencé à avoir des problèmes dans les noms propres, etc. Et two or three variables. Donc, on ne peut pas dépasser 3 variables. Donc, ça, c'était vraiment un grand problème. Donc, il a fallu bien penser un peu l'architecture data warehousing pour dépasser plus que 3 variables, etc. Et penser surtout à la problématique du big data. D'accord? Donc, Tetralogy to XU, c'était l'objectif d'analyser les grandes masses de données, c'est-à-dire de faire du big data mining sur des grandes masses de données. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher plein de sources d'informations, lancer du crawling et scrapping et faire le data analysis streaming, c'est-à-dire en parallèle. Pardon, je vais vous expliquer là en détail. Donc,
il a fallu bien revoir un peu le cycle d'intelligence économique que j'ai présenté. C'était le Life Cycle of Contradiction Model. Donc, vous avez une planification, c'est-à-dire vous avez un problème décisionnel. D'accord? Il faut faire une planification des scénarios et une stratégie. Information retrieval, c'est-à-dire faire la recherche d'informations, cibler les sources. Après, faire l'homogénéisation, un structuring document, faire l'homogénéisation, la structuration et le traitement de l'information non structurée, puisqu'en competitive intelligence, on a l'information structurée, semi-structurée et non structurée. C'est-à-dire qu'on a tous les types de l'information. Et faire une représentation multidimensionnelle, representation of document. Quand je dis multidimensionnelle, elle n'est plus en 3D. Elle est multidimensionnelle, je peux avoir la dimension égale à n dimensions. D'accord? C'est-à-dire que je peux avoir, à titre d'exemple, un croisement entre université, j'ajoute, comme c'était par votre collègue, entreprise, date de publication, je peux bien ajouter auteur. C'est-à-dire j'aurai des cubes, ok, pour visualiser. Indicateur of analysis, quels sont les indicateurs que je vais appliquer sur cette analyse? À titre d'exemple, si je fais la veille scientifique, ou je vais faire l'évaluation d'une équipe de recherche ou d'une université. Comme indicateur for analysis, ou les indicateurs d'analyse, je vais ajouter les impact factors, l'indice H, ok, pour évaluer un organisme de recherche. Validation and dissemination, donc j'envoie, je valide et j'envoie, et j'aurai un retour vers la planification, c'est sûr et certain. Ok, donc c'est un cercle vertueux. À chaque fois que j'envoie, que je valide, j'ai l'interactivité des décideurs. Et à partir de l'interactivité des décideurs, je dois bien détecter que sa demande et envoyer une analyse si j'arrive en temps réel. Ok, bien. Pour le sourcing web service, donc pour les sources d'information, pour développer ce type de système d'information, il faut bien connaître la plupart et la majorité des sources d'information qu'on a à la fois sur le web et le web invisible. Donc vous avez Internet. C'est quoi Internet? Vous avez website, invisible web, newsgroup, mailing list et newsletter. Et on a des gigaoctets, des teraoctets d'informations juste sur Internet. En plus de ça, vous avez 5000 professional databases sur le web. Vous avez des bases de données de brevets patents, comme SPT United States Patent, vous avez WIPO, la base internationale, vous avez ESPACEnet, la base de données de brevets régionale de l'Europe, GPA, la Japan Patents Analysis. Vous avez les papers et les tests, c'est-à-dire les bases de données d'articles scientifiques comme Etroiso Springer et Web of Science, etc. Vous avez les economic data, donc les bases de données professionnelles sur les données économiques. Et à nos jours, on doit bien ajouter network and contact. Donc les networks, c'est quoi? C'est Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Donc il ne faut pas oublier des social media. Vous avez encore les contacts externes et les organismes. On a tous notre propre portefeuille. On a notre contact personnel qui peut nous envoyer des informations, etc. Donc, il ne faut pas oublier Network and Contact. Ça, c'est les différentes sources d'informations. Donc, notre objectif dans Explore Everywhere, c'est tout d'abord de citer les différentes sources d'informations. Vous avez Scientific Paper and Patent, ce sont des documents. Vous avez les flux RSS pour les médias, pour envoyer l'actualité des news, etc. En interne de l'entreprise, vous avez les OTP, les ERP, CRM, Customer Relationship Management Systems. Vous avez les mails, intranet documents. Donc, on a une circulation des documents au sein de l'entreprise. Vous avez weblog, et vous avez geolocalization data, social network, sensor data. OK? Donc, ça, ce sont les différents types d'informations qu'on a à nos jours, actuellement. Notre objectif, c'est de développer des web services ou ce qu'on appelle des agents intelligents de crawling et scrapping. Donc, crawling and scrapping, intelligent agent. OK? C'est quoi ces agents intelligents? Ces agents intelligents, ils vont bien étudier
le métadonnées, c'est-à-dire la structure ou la forme de cette source d'information. Et il va me permettre d'aller collecter l'information qui m'intéresse. Si je cherche par exemple dans patent, dans les brevets, si je cherche les brevets sur les nanotechnologies, je vais juste faire mon équation de recherche dans mon crawler et il va me collecter l'information nécessaire. Il va faire du crawling et du scrapping dans le Hadoop Distributed File System. Donc, il va m'envoyer un fichier de type XML ou JSON, etc. On s'en fout de type de fichier. Mais le plus important, qu'il va me permettre de collecter l'information. Je fais pareil pour les flux RSS. Donc, c'est le plus simple à faire, c'est le flux RSS parce que ce sont des atomes et ce sont des fichiers qui sont un modèle ou un format unique dans le monde entier. Après, pour le CRM système, je n'ai pas assez de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des informations bien structurées. Information. Pour les mails, ça dépend. Peut-être que j'aurai des informations parce que c'est semi-structuré. Pour intranet document, ça dépend du type de fichier qu'on a dans l'intranet. Pour weblog, pareil, donc c'est le web, donc on a plusieurs types d'informations. Pour geolocalization data, donc je dois développer un agent intelligent pour ce type. Pour social network, là c'est un autre monde. J'ai tout, j'ai l'information structurée, non structurée et semi-structurée, donc je dois bien développer un agent intelligent pour ce type d'information. Pareil pour sensor data. OK. Donc, le grand travail pour le moment, on l'a fait, je vais vous dire quels sont les agents intelligents de crawling et scrapping qu'on a développés jusqu'à ce jour. Une fois l'information est crawlée, on peut bien la déposer sous forme d'un output vers l'Hadoop Distributed File System. Vous allez me poser la question, comment on va le stocker? On a un stockage, on peut le faire sur nos serveurs en local ou on va faire du cloud computing public pour le moment. Mais on peut y aller vers le cloud computing privé, c'est-à-dire stocker les fichiers récupérés dans un cloud computing. Une fois les fichiers sont récupérés, ils auront le même format, ou plusieurs formats, qui va être interprétable par un autre agent intelligent ou un web service intelligent qui va nous permettre de faire le data access pour préparer l'information à l'analyse. D'accord pour cette étape? Parce que c'est très important. C'est OK? Donc ça, on a l'information déjà prête. On va commencer à appliquer un peu le data mining, les statistiques descriptives. Donc pour le moment, à nos jours, on a un agent intelligent pour SPTO, United States pour la base de données américaine des brevets. On a un agent intelligent pour WIPO. On a un agent intelligent pour CNKI. On a un agent intelligent pour ESPACEnet, donc la base de données régionale de l'Europe. On a un agent intelligent pour Elsevier, pour Thomson Reuters, pour Retroas Explorer, c'est le Digital Library, et pour les flux RSS et Facebook. Donc, on a des agents intelligents pour l'ensemble de ces sources d'informations. Donc, on arrive à crawler, scraper l'information à partir de ces sources d'informations, sachant qu'on a notre propre moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on a une interface sur notre plateforme qui va nous permettre de faire l'équation de recherche. Si je cherche nanotechnologie, donc dans le moteur de recherche, il va y aller chercher l'information en cochant les sources que je désire. Okay? À titre d'exemple, je vais chercher les nanotechnologies, je vais dire à mon moteur de recherche d'aller chercher les nanotechnologies dans les brevets américains, internationaux, chinois et européens. OK? Donc là, grâce à cette plateforme, donc on a le Sourcing Web Service in Cloud. Okay? Donc on peut bien utiliser la technologie du cloud computing pour faire le stockage de ce type de fichiers. Donc on a les différentes sources qu'on arrive à bien traiter actuellement. Et j'ai l'information sur du cloud public ou du cloud privé qu'on arrive à bien gérer. Une fois que cette information ou les sources sont bien maîtrisées, en se basant sur l'architecture d'Hadoop, on va commencer à appliquer le KDD, le Knowledge Scoping Database. Okay? Puisqu'on a l'information, on l'a structurée, on a fait le pré-traitement à ce niveau-là. Donc le pré-traitement, l'homogénéisation et la structuration de l'information, elle est faite en ligne, grâce au web service, grâce aux agents intelligents. Okay, donc l'information, data access, c'est-à-dire l'information, elle est prête à être exploitée, elle est prête à être analysée. Donc on va y aller directement vers cette étape à appliquer le Knowledge Scoping Database. Donc on a le data access. Pour cela,
On a nos propres outils d'analyse, c'est Tetralogy et Explore Everywhere. On utilise des open source comme Weka, R, ou G fait pour la visualisation des graphes, sachant que qu'on a notre propre outil d'analyse, Excel et Pantao, etc. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser des open source pour l'analyse. Donc, à cause ou grâce à la problématique de Big Data, on est obligé à faire un peu du parallélisme. Parce qu'on ne peut pas analyser un teraoctet d'analyse en un teraoctet de fichiers en même temps. C'est-à-dire, si je lance du crawling et scrapping sur Especial, sur WIPO, sur EspaceNet, je veux faire une analyse de tous les brevets que j'ai collectés, que j'ai crawlés. Donc, ça sera impossible avec une seule machine. Donc, on va essayer de faire de parallélisme. Et ça, on fait de data analysis web service. Comment on fait ça? C'est grâce à la virtualisation des applications. Donc, dans un premier lieu, on a fait la virtualisation du stockage, storage virtualization, et en deuxième temps, on fait application virtualization, c'est-à-dire on fait la virtualisation de l'exécution de nos applications sur le cloud computing. En utilisant Tetralogy Explore, donc ça c'était Tetralogy Explore, R ou Weka, pour l'application des algorithmes très poussés de data mining sur une collection de données. Donc ça, c'est l'interface de notre plateforme. OK? Donc vous avez un user ID, password et langue. Pour le moment, on a le français et l'anglais pour la visualisation de notre plateforme. Une fois qu'on est sur notre plateforme, comme vous voyez, on peut bien voir un peu de statistiques descriptives classiques. OK? C'est-à-dire une étude macroscopique de l'ensemble des résultats. Et on a des graphes. À titre d'exemple, là, l'Evolution Network for FR, c'est-à-dire de la France à partir de 2008 jusqu'à 2009, on a étudié les relations de la France avec les différents pays. Ça, c'était une analyse sur les scaffolds, c'est-à-dire les antibodies. Et on a une carte stratégique pour voir les nombres de publications ou les nombres de dépôts de brevets par la France dans le domaine des scaffolds. Donc, les scaffolds, c'est un domaine c'est un domaine assez nouveau. Dans cela, on voit très bien que les Américains sont en tête et en rouge, ce sont les pays qui ont déposé moins que 50% de brevets. Et donc là, c'était Explore. Et il a fallu bien aider l'utilisateur à la prise de décision et à avoir des analyses n'importe où. Okay? Donc, c'est iPhone Explore Everywhere, d'où le mot Everywhere. Okay? Donc, on peut consulter nos analyses stratégiques, nos analyses sur la veille scientifique, la veille technologique, n'importe où. Et c'était là, c'est la version Explore Everywhere. Vous avez reporté une nouvelle génération, reporting new generation, information, nouvelle génération, donc c'est en espagnol, etc. Et vous avez pareil, une fois on a un accès sécurisé vers notre plateforme, login and password, et on voit toujours l'analyse sur les scaffolds. Je peux bien voir les agents, les auteurs, les déposants, les journaux et les pays qui ont déposé des brevets sur les scaffolds. Je peux bien faire le top 10, la liste complète, une carte géostratégique. Par exemple, le top 10 des pays qui travaillent sur les scaffolds, c'est l'United States, la Grande-Bretagne, l'Islande, etc. Et j'ai les statistiques descriptives sur l'évolution des relations depuis 2007 jusqu'à 2011. J'ai un camembert, une chart, et bien évidemment, j'ai la carte géostratégique en se basant sur la template Google. Okay. On voit très bien que la France a déposé 152 brevets dans ce domaine. Là, je vais vous montrer un petit vidéo de crawling et scrapping. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le crawling et le scrapping en ligne. Donc on peut bien y aller sur un réseau, sur des brevets, et je vais collecter l'information directement vers ma machine. OK? Et après, si je veux faire de BI en interne, je peux bien orienter cette information et le stocker dans des bases de données dédiées. Donc actuellement, pour travailler sur le Big Data, on travaille sur des bases de données orientées graphes. Pour aller directement au Neo4j, donc pour aller directement voir les résultats sous forme d'un graphe. On ne fait plus les bases de données relationnelles. Donc on travaille plus sur des bases de données NoSQL.
pour éviter l'ordure d'exécution des requêtes et SQL. Encore un autre vidéo. Pour voir les résultats, là, comme je viens de vous expliquer, donc là, comme vous voyez, ça c'était que, si vous avez bien remarqué, on avait des grands graphes. Avec la problématique de Big Data, on peut pas visualiser des résultats des réseaux sémantiques ou des réseaux sociaux ou des réseaux de collaboration sous forme d'un graphe classique. OK? Donc, il a fallu bien ajouter des algorithmes très intelligents qui vont nous permettre de visualiser dans un premier lieu un groupe, un cluster ou carrément un domaine. Je peux bien visualiser les mathématiques, la physique, l'ingénierie, science, etc. Une fois qu'on a cette visualisation macroscopique au global, je peux bien faire une visualisation détaillée. OK? C'est-à-dire, je vais détailler, je clique et j'aurai les différentes classes. Je peux bien avoir le nom et avoir les différents liens. Donc ça, c'est XUgraph. C'est la version de visualisation des graphes pour notre plateforme XU Data Analysis. Un autre vidéo pour vous montrer des éléments très importants. Donc ça, c'était toujours le crawling et le scrapping. Attends, je fais un... Donc là, c'est la partie du crawling et scrapping. Je peux bien avancer sur cette partie quand on fait l'exécution en ligne. Ok. Là, vous voyez très bien la collecte de l'information, le crawling et le scrapping des informations en ligne. Ok. Et on voit très bien qu'il va me créer des fichiers, soit je décide, soit ça sera en local ou dans un cloud computing. Okay. Donc à la fin, je vais voir les types de fichiers qu'il m'a collectés. Vous voyez très bien à ce niveau-là qu'il m'a bien collecté des fichiers sous format JSON. Okay. Et j'ai les informations nécessaires en local ou en cloud computing. Encore, pour le moment, ça c'était la visualisation des graphes. Et ça, on a les moteurs de recherche que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, grâce juste à une interface web de ma plateforme, je peux faire une équation sur plusieurs sources d'informations. Et pour le moment, on est en train de travailler sur un projet pour l'analyse des médias au Maroc. OK? Donc, Moroccan Bull, c'est-à-dire analyser tous les flux RSS et tous les sites web qui parlent sur le Maroc. Donc, on a des sites pour l'organisation des manifestations scientifiques, Big Data Analytics. Donc, c'est les manifestations scientifiques ou les conférences internationales qui sont organisées à l'échelle marocaine. Donc là, c'est notre plateforme et on peut bien faire des études politiques, faire des études de news, faire des études sociales, etc. Donc, pour conclure, pour des competitive intelligence XU, donc on a fait le knowledge management de tétralogie. Knowledge management of tétralogie en XU 1.0, c'est-à-dire la première version que j'avais proposée en 2011, on l'a bien améliorée. Et pour le moment, on a défini une conception agile des systèmes d'information. On a lancé 5 thèses en parallèle. La première travaille sur le crawling et le scrapping. La deuxième thèse, elle fait le data analysis et surtout l'application des algorithmes de data mining pour des problèmes big data. Autrement dire, le big data mining. Une troisième thèse qui travaille sur la visualisation des hypergraphes. Quatrième thèse qui fait clustering incrémental. La dernière thèse, elle fait le reporting classique. C'est-à-dire comment on peut adapter la data visualization pour la problématique de big data mining. Donc, on a fait le data stream mining, puisqu'on travaille dans du cloud computing, on a développé des agents intelligents.
Web of Service of Crawling and Scrapping pour plusieurs sources d'informations comme expliqué les 3E. En plus de ça, on a fait la gouvernance de système d'intelligence économique dans un cloud computing. C'est-à-dire, c'est comme on fait la service as a service. Donc, on est plus dans cette business model. On envoie, on fait le service à la demande pour ne pas bouffer plus assez de mémoire. Donc là, vous allez me dire quels sont les points forts et les points faibles du cloud computing. Donc, pour le cloud computing, on a Trust and Agility, mais on a encore un problème de la sécurité de l'information personnelle. Alors, c'est pour cette raison, les analyses qu'on fait pour les entreprises, on n'a jamais mis ce type d'analyse sur le cloud computing. On fait ce type d'analyse, sur le cloud computing, on met les analyses qu'on fait dans des bureaux d'études avec les étudiants ou quand on fait des tests pour de validation. Donc, en plus de ça, on a Encapsulated Change Management, puisqu'on fait la storage virtualization, c'est-à-dire on fait la virtualisation du stockage d'informations et on fait la virtualisation des applications. Donc ça, c'est les références de nos travaux de recherche et merci pour votre attention.